Bonjour à toutes et à tous. Lorsque j'ai enregistré le premier épisode des Misérables, je vous avais dit que je ne savais pas jusqu'où on irait. Nous voilà rendus donc au quatrième épisode. Dans les trois premiers épisodes, pour ceux qui ont regardé, nous avons suivi le parcours de Monsieur Myriel, devenu Monseigneur Bienvenu, évêque de Digne, homme qu'on pourrait qualifier presque de saint, tant il paraît presque parfait. Mais je vous rappelle le titre du livre premier. Victor Hugo l'a intitulé Injuste. Il aurait pu l'intituler Un saint, un homme bon, un homme parfait, enfin je ne sais quel autre. Voilà. Non, il l'a appelé Injuste. C'est parce qu'il est probablement le plus pertinent qu'il ait pu choisir. Vous allez entendre aujourd'hui la présentation du personnage principal. Il me paraissait important que vous puissiez entendre comment Victor Hugo va présenter son personnage principal. Et puis, il y a une petite scène à la fin de ce chapitre qui a fait mon bonheur, que j'ai découverte en fait en retravaillant là. Vous voyez, c'est souvent ce qui fait qu'on est dans une grande œuvre, c'est quand on en est à la, je ne sais plus combienième lecture des Misérables que je fais. Et là, en préparant cet épisode pour vous, j'avais, non pas que j'avais oublié cette scène, mais je n'en avais pas perçu l'importance. Vous allez voir, elle est très courte, elle pourrait paraître anodine, mais en quelques lignes, la rencontre entre le personnage principal et une vieille femme va être déterminante pour l'homme. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une bonne écoute. A tout de suite. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, une heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entrait dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à leurs fenêtres ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable. C'était un homme de moyenne taille, trapu et robuste, dans la force de l'âge. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans. Une casquette à visière de cuir rabattu cachait en partie son visage, brûlé par le soleil et le hâle, et ruisselant de sueur. Sa chemise de grosse toile jaune, rattachée au col par une petite ancre d'argent, laissait voir sa poitrine velue. Il avait une cravate tordue en corde, un pantalon de coutil bleu, usé et râpé, blanc à un genou, troué à l'autre, une vieille blouse grise en haillons, rapiécée à l'un des coudes d'un morceau de drap vert cousu avec de la ficelle, sur le dos un sac de soldat fort plein, à la main un énorme bâton noueux, les pieds sans bas dans des souliers ferrés, la tête tondue et la barbe longue. La sueur, la chaleur, le voyage à pied, la poussière, ajoutaient je ne sais quoi de sordide à cet ensemble délabré. Les cheveux étaient ras et pourtant hérissés, car ils commençaient à pousser un peu et semblaient n'avoir pas été coupés depuis quelque temps. Personne ne le connaissait. Ce n'était évidemment qu'un passant. D'où venait-il? Du Midi. Des bords de la mer peut-être, car il faisait son entrée dans Digne par la même rue qui, 7 mois auparavant, avait vu passer l'empereur Napoléon allant de Cannes à Paris. Cet homme avait dû marcher tout le jour. Il paraissait très fatigué. Des femmes de l'ancien bourg, qui est au bas de la ville, l'avaient vu s'arrêter sous les arbres du boulevard Gassendi et boire à la fontaine qui est à l'extrémité de la promenade. Il fallut qu'il eût bien soif, car des enfants qui le suivaient le virent encore s'arrêter et boire 200 pas plus loin à la fontaine de la place du marché. Arrivé au coin de la rue Poichevert, il tourna à gauche et se dirigea vers la mairie. Il y entra, puis sortit un quart d'heure après. Un gendarme était assis près de la porte. L'homme ôta sa casquette et salua humblement le gendarme. Le gendarme, sans répondre à son salut, le regarda avec attention. Le suivit quelque temps des yeux,
puis entra dans la maison de ville. Il y avait alors à Digne une belle auberge à l'enseigne de la croix de Colbas. Cette auberge avait pour hôtelier un nommé Jacquin Labarre. L'homme se dirigea vers cette auberge qui était la meilleure du pays. Il entra dans la cuisine, laquelle s'ouvrait de plein pied dans la rue. Tous les fourneaux étaient allumés. Un grand feu flambait gaiement dans la cheminée. L'hôte, qui était en même temps le chef, allait de l'âtre aux casseroles, fort occupé, et surveillant un excellent dîner destiné à des rouliers qu'on entendait rire et parler à grand bruit dans une salle voisine. Quiconque a voyagé sait que personne ne fait meilleure chair que les rouliers. Une marmotte grasse, flanquée de perdrix blanches et de coques de bruyère, tournait sur une longue broche devant le feu. Sur les fourneaux cuisaient 2 grosses carpes du lac de Lauzet et une truite du lac d'Alloz. L'hôte, entendant la porte s'ouvrir et entrer un nouveau venu, dit sans lever les yeux de ses fourneaux « Que veut monsieur ?»« Manger et coucher, » dit l'homme. « Ah, rien de plus facile » reprit l'hôte. En ce moment, il tourna la tête, embrassa d'un coup d'œil tout l'ensemble du voyageur et ajouta « En payant ». L'homme tira une grosse bourse de cuir de la poche de sa blouse et répondit « J'ai de l'argent ». « En ce cas, on est à vous », dit l'hôte. L'homme remit sa bourse en poche, se déchargea de son sac, le posa à terre près de la porte, garda son bâton à la main et alla s'asseoir sur une escabelle basse près du feu. Digne et dans la montagne, les soirées d'octobre y sont froides. Cependant, tout en allant et venant, l'aubergiste considérait le voyageur. « Dîne-t-on bientôt » dit l'homme. « Tout à l'heure » dit l'hôte. Pendant que le nouveau venu se chauffait, le dos tourné, le digne aubergiste Jacquin Labarre tira un crayon de sa poche, puis il déchira le coin d'un vieux journal qui traînait sur une petite table près de la fenêtre. Sur la marge blanche, il écrivit une ligne ou deux, plia sans cacheter, et remit ce chiffon de papier à un enfant qui paraissait lui servir tout à la fois de marmiton et de laquais. L'aubergiste dit un mot à l'oreille du marmiton, et l'enfant partit en courant dans la direction de la mairie. Le voyageur n'avait rien vu de tout cela. Il demanda encore une fois « Dîne-t-on bientôt ?»« Tout à l'heure » dit l'hôte. L'enfant revint. Il rapportait le papier. L'hôte le déplia avec empressement, comme quelqu'un qui attend une réponse. Il parut lire attentivement, puis hocha la tête et resta un moment pensif. Enfin, il fit un pas vers le voyageur qui semblait plongé dans des réflexions peu sereines. « Monsieur, dit-il, je ne puis vous recevoir. » L'homme se dressa à demi sur son séant. « Comment ? Avez-vous peur que je ne paye pas ? Voulez-vous que je paye d'avance ? J'ai de l'argent, vous dis-je. » « Ce n'est pas cela. » « Mais quoi donc ? Vous avez de l'argent ? » ?»« Oui, dit l'homme. »« Et moi, dit l'hôte, je n'ai pas de chambre. » L'homme reprit tranquillement. « Mettez-moi à l'écurie. »« Je ne puis. »« Mais pourquoi ? Les chevaux prennent toute la place. »« Eh bien, un coin dans le grenier, repartit l'homme. Une botte de paille, nous verrons cela après le dîner. » Je ne puis vous donner à dîner. Cette déclaration faite d'un ton mesuré mais ferme parut grave à l'étranger. Il se leva. « Ah ben mais je meurs de faim, moi. J'ai marché dès le soleil levé, j'ai fait 12 lieues. Je paye, je veux manger. »« Je n'ai rien, » dit l'hôte. L'homme éclata de rire et se tourna vers la cheminée et les fourneaux. « Ben rien, et tout cela ?»« Tout cela m'est retenu. »« Ben par qui ? » ?»« Par ces messieurs, les rouliers. »« Ben combien sont-ils ? » ?»« 12. »« Ben il y a là à manger pour 20. Ils ont tout retenu et tout payé d'avance. » L'homme se rassit et dit sans hausser la voix « Je suis à l'auberge, j'ai faim et je reste. » L'homme alors se pencha à son oreille.
et lui dit d'un accent qui le fit tressaillir « Allez-vous-en ». Le voyageur était courbé en cet instant et poussait quelques braises dans le feu avec le bout ferré de son bâton. Il se retourna vivement et comme il ouvrait la bouche pour répliquer, l'hôte le regarda fixement et ajouta toujours à voix basse « Tenez assez de paroles comme cela. Voulez-vous que je vous dise votre nom ou vous appelez Jean Valjean? Maintenant, voulez-vous que je vous dise qui vous êtes? En vous voyant entrer, je me suis douté de quelque chose. J'ai envoyé à la mairie et voici ce qu'on m'a répondu. Savez-vous lire ?» En parlant ainsi, il tendait à l'étranger, tout déplié, le papier qui venait de voyager de l'auberge à la mairie et de la mairie à l'auberge. L'homme y jeta un regard. L'aubergiste reprit, après un silence, « J'ai l'habitude d'être poli avec tout le monde. Allez-vous-en. » L'homme baissa la tête, ramassa le sac qu'il avait déposé à terre et s'en alla. Il prit la grande rue, il marchait devant lui au hasard, rasant de près les maisons comme un homme humilié et triste. Il ne se retourna pas une seule fois. S'il s'était retourné, il aurait vu l'aubergiste de la Croix de Colbas sur le seuil de sa porte, entouré de tous les voyageurs de son auberge et de tous les passants de la rue, parlant vivement et le désignant du doigt. Et au regard de défiance et d'effroi du groupe, il aurait deviné qu'avant peu, son arrivée serait l'événement de toute la ville. Il ne vit rien de tout cela. Les gens accablés ne regardent pas derrière eux. Ils ne savent que trop que le mauvais sort les suit. Il chemina ainsi quelque temps, marchant toujours, allant à l'aventure par des rues qu'il ne connaissait pas, oubliant la fatigue comme cela arrive dans la tristesse. Tout à coup, il sentit vivement la faim. La nuit approchait. Il regarda autour de lui pour voir s'il ne découvrirait pas quelque gîte. La belle hôtellerie s'était fermée pour lui. Il cherchait quelques cabarets bien humbles, quelques bouges bien pauvres. Précisément, une lumière s'allumait au bout de la rue. Une branche de pin, pendue à une potence en fer, se dessinait sur le ciel blanc du crépuscule. Il y alla. C'était en effet un cabaret, le cabaret qui est dans la rue de Chaffaut. Le voyageur s'arrêta un moment et regarda par la vitre l'intérieur de la salle basse du cabaret, éclairé par une petite lampe sur une table et par un grand feu dans la cheminée. Quelques hommes y buvaient, l'hôte se chauffait, la flamme faisait bruire une marmite de fer accrochée à sa crémaillère. On entre dans ce cabaret, qui est aussi une espèce d'auberge, par deux portes. L'une donne sur la rue, l'autre s'ouvre sur une petite cour pleine de fumier. Le voyageur n'osa pas entrer par la porte de la rue. Il se glissa dans la cour, s'arrêta encore, puis leva timidement le loquet et poussa la porte. « Qui va là ?» dit le maître. « Quelqu'un qui voudrait souper et coucher. »« Ah, c'est bon, ici on soupe et on couche. » Il entra. Tous les gens qui buvaient se retournèrent. La lampe l'éclairait d'un côté, le feu de l'autre. On l'examina quelque temps pendant qu'il défaisait son sac. L'hôte lui dit « Voilà du feu, le souper cuit dans la marmite, venez vous chauffer, camarade. » Il alla s'asseoir près de l'âtre. Il allongea devant le feu ses pieds meurtris par la fatigue. Une bonne odeur sortait de la marmite. Tout ce qu'on pouvait distinguer de son visage sous sa casquette baissée prit une vague apparence de bien-être, mêlée à cet autre aspect si poignant que donne l'habitude de la souffrance. Cependant, un des hommes attablés était un poissonnier qui, avant d'entrer au cabaret de la rue de Chaffaut, était allé mettre son cheval à l'écurie chez la barre. Le hasard faisait que le matin même, il avait rencontré cet étranger de mauvaise mine. Or, en le rencontrant, l'homme qui paraissait déjà très fatigué lui avait demandé de le prendre en croupe. À quoi le poissonnier n'avait répondu qu'en doublant le pas. Ce poissonnier faisait partie, une demi-heure auparavant, du groupe qui entourait Jacquin Labarre, et lui-même avait raconté sa désagréable rencontre du matin aux gens de la Croix de Colbas.
Il fit de sa place au cabaretier un signe imperceptible. Le cabaretier vint à lui. Ils échangèrent quelques paroles à voix basse. L'homme était retombé dans ses réflexions. Le cabaretier revint à la cheminée, posa brusquement sa main sur l'épaule de l'homme et lui dit « Tu vas t'en aller d'ici ». L'étranger se retourna et répondit avec douceur « Ah, vous savez, oui, on m'a renvoyé de l'autre auberge et l'on te chasse de celle-ci. Où voulez-vous que j'aille ? Ailleurs. » L'homme prit son bâton et son sac et s'en alla. Comme il sortait, quelques enfants qui l'avaient suivi depuis la croix de Colbas et qui semblaient l'attendre, lui jetèrent des pierres. Il revint sur ses pas avec colère et les menaça de son bâton. Les enfants se dispersèrent comme une volée d'oiseaux. Il passa devant la prison. À la porte pendait une chaîne de fer attachée à une cloche. Il sonna. Un guichet s'ouvrit. « Monsieur le guichetier, dit-il en ôtant respectueusement sa casquette, voudriez-vous bien m'ouvrir et me loger pour cette nuit ?» Une voix répondit « Une prison n'est pas une auberge. Faites-vous arrêter, on vous ouvrira. » Le guichet se referma. Il entra dans une petite rue où il y a beaucoup de jardins. Quelques-uns ne sont enclos que de haies, ce qui égaye la rue. Parmi ces jardins et ces haies, il vit une petite maison d'un seul étage dont la fenêtre était éclairée. Il regarda par cette vitre comme il avait fait pour le cabaret. C'était une grande chambre blanchie à la chaux, avec un lit drapé d'indienne imprimée et un berceau dans le coin. Quelques chaises de bois et un fusil à 2 coups accroché au mur. Une table était servie au milieu de la chambre. À cette table était assis un homme d'une 40aine d'années, à la figure joyeuse et ouverte, qui faisait sauter un petit enfant sur ses genoux. Près de lui, une femme toute jeune allaitait un autre enfant. Le père riait, l'enfant riait, la mère souriait. L'étranger resta un moment rêveur devant ce spectacle doux et calmant. Que se passait-il en lui ? Lui seul eût pu le dire. Il est probable qu'il pensa que cette maison joyeuse serait hospitalière et que là où il voyait tant de bonheur, il trouverait peut-être un peu de pitié. Il frappa au carreau un petit coup très faible. On n'entendit pas. Il frappa un second coup. Il entendit la femme qui disait « Mon homme, il me semble qu'on frappe. » « Non, » répondit le mari. Il frappa un troisième coup. Le mari se leva, prit la lampe et alla à la porte qu'il ouvrit. C'était un homme de haute taille, demi-paysan, demi-artisan. Il portait un vaste tablier de cuir qui montait jusqu'à son épaule gauche. Il renversait la tête en arrière. Sa chemise largement ouverte et rabattue montrait son cou de taureau blanc et nu. « Monsieur, pardon, » dit le voyageur. « En payant, pourriez-vous me donner une assiette de soupe et un coin pour dormir dans ce hangar qui est là, dans ce jardin ? Dites, pourriez-vous, en payant ?» »« Qui êtes-vous ? » demanda le maître du logis. L'homme répondit « J'arrive depuis Moisson. J'ai marché toute la journée, j'ai fait 12 lieues. Pourriez-vous, en payant ?»« Je ne refuserai pas de loger quelqu'un de bien qui payerait, » dit le paysan. « Mais pourquoi n'allez-vous pas à l'auberge ? » ?»« Il n'y a pas de place. »« Pas possible, c'est pas jour de foire ni de marché. Êtes-vous allé chez la barre ? » ?»« Oui. »« Eh bien ?» Le voyageur répondit avec embarras. Je ne sais pas, il ne m'a pas reçu. »« Êtes-vous allé chez Chose de la rue de Chaffaut ? » L'embarras de l'étranger croissait. Il balbutia. Il ne m'a pas reçu non plus. Le visage du paysan prit une expression de défiance. Il regarda le nouveau venu de la tête aux pieds et tout à coup il s'écria avec une sorte de frémissement « Est-ce que vous seriez l'homme ?» Il jeta de nouveau un coup d'œil sur l'étranger, fit 3 pas en arrière, posa la lampe sur la table et décrocha son fusil du mur.
Cependant, aux paroles du paysan « Est-ce que vous seriez l'homme ?», la femme s'était levée, avait pris ses 2 enfants dans ses bras et s'était réfugiée précipitamment derrière son mari. Tout cela se fit en moins de temps qu'il ne faut pour se le figurer. Après avoir examiné quelques instants l'homme comme on examine une vipère, le maître du logis revint à la porte et dit « Va-t'en ». « Par grâce, un peu d'eau, » reprit l'homme. « Un coup de fusil, » dit le paysan. Puis il referma la porte violemment, et l'homme l'entendit tirer 2 gros verrous. Un moment après, la fenêtre se ferma au volet, et un bruit de barre de fer qu'on posait parvint au dehors. La nuit continuait de tomber. Le vent froid des Alpes soufflait. À la lueur du jour expirant, l'étranger aperçut dans un des jardins qui bordent la rue une sorte de hutte qui lui parut maçonnée en motte de gazon. Il franchit résolument une barrière de bois et se trouva dans le jardin. Il s'approcha de la hutte. Elle avait pour porte une étroite ouverture, très basse, et elle ressemblait à ces constructions que les cantonniers se bâtissent au bord des routes. Il pensa sans doute que c'était en effet le logis d'un cantonnier. Il souffrait du froid et de la faim. Il s'était résigné à la faim, mais c'était du moins là un abri contre le froid. Ces sortes de logis ne sont habituellement pas occupés la nuit. Il se coucha à plat ventre et se glissa dans la hutte. Il y faisait chaud et y trouva un assez bon lit de paille. Il resta un moment étendu sur ce lit, sans pouvoir faire un mouvement, tant il était fatigué. Puis, comme son sac sur son dos le gênait et que c'était d'ailleurs un oreiller tout trouvé, il se mit à déboucler une des courroies. En ce moment, un grondement farouche se fit entendre. Il leva les yeux. La tête d'un dogue énorme se dessinait dans l'ombre à l'ouverture de la hutte. C'était la niche du chien. Il était lui-même vigoureux et redoutable. Il s'arma de son bâton, il se fit de son sac un bouclier et sortit de la niche comme il put, non sans élargir les déchirures de ses haillons. Il sortit également du jardin, mais à reculons. Quand il eut non sans peine repassé la barrière et qu'il se retrouva dans la rue, seul, sans gîte, sans toit, sans abri, chassé même de ce lit de paille et de cette niche misérable, il se laissa tomber plutôt qu'il ne s'assit sur une pierre, et il paraît qu'un passant qui traversait l'entendit s'écrier « Je ne suis même pas un chien !» Il pouvait être 8 heures du soir. Comme il ne connaissait pas les rues, il recommença sa promenade à l'aventure. Il parvint ainsi à la préfecture, puis au séminaire. En passant sur la place de la cathédrale, il montra le poing à l'église. Il y a, au coin de cette place, une imprimerie. Épuisé de fatigue et n'espérant plus rien, il se coucha sur le banc de pierre qui était à la porte de cette imprimerie. Une vieille femme sortait de l'église en ce moment. Elle vit cet homme étendu dans l'ombre. « Mais que faites-vous là, mon ami ?» dit-elle. Il répondit durement et avec colère. « Vous le voyez, bonne femme, je me couche. » La bonne femme, bien digne de ce nom en effet, était madame la marquise de R. « Mais sur ce banc ?» reprit-elle. « J'ai eu pendant 19 ans un matelas de bois, » dit l'homme. « J'ai aujourd'hui un matelas de pierre. »« Vous avez été soldat ?»« Oui, bonne femme, soldat. »« Mais pourquoi n'allez-vous pas à l'auberge ?»« Parce que j'ai pas d'argent. »« Hélas, dit madame de R, je n'ai dans ma bourse que 4 sous. »« Donnez toujours. » L'homme prit les 4 sous. Madame de R continua. « Vous ne pouvez vous loger avec si peu dans une auberge. Avez-vous essayé pourtant ? Il est impossible que vous passiez ainsi la nuit. Vous avez sans doute froid et faim. On aurait pu vous loger par charité. » J'ai frappé à toutes les portes. Eh bien, partout on m'a chassé. La bonne femme toucha le bras de l'homme et lui montra de l'autre côté de la place une petite maison basse à côté de l'évêché. « Vous avez frappé à toutes les portes ?» reprit-elle. « Oui. »« Avez-vous frappé à celle-là ?» ?»« Non. »« Frappez-y. » Voilà pour ce premier chapitre de ce 2e livre des Misérables.
Je jubile parce que je n'avais pas vu cette scène, cette toute petite scène en quelques lignes à la fin, et la rencontre avec cette vieille femme. Vous avez entendu les différents événements que subit ce personnage dans cette ville de Digne où il veut se reposer, manger et dormir. Toutes les humiliations qu'il subit. Et puis il rencontre cette vieille femme qui sort de l'église. La première chose qu'elle lui dit, elle l'appelle mon ami. Et pourtant, il lui répond durement. C'est l'adverbe utilisé par Victor Hugo. Et avec colère. C'est la première personne qui lui parle gentiment depuis que nous avons vu arriver ce personnage. Et il ne lui répond pas bien. Et ce qui me touche tellement dans cette scène, peut-être que ça va vous paraître un peu idiot, mais c'est qu'elle insiste. Elle ne se décourage pas. Elle pourrait dire, oh là là, bah alors, moi je voulais vous aider, hein, tant pis pour vous, hein, moi je rentre chez moi. Non, elle insiste. Et Victor Hugo va même écrire un peu plus loin qu'elle lui touche le bras. Elle insiste et elle s'intéresse à lui. Elle lui pose des questions. Elle lui pose des questions et elle écoute les réponses. Alors j'émets l'hypothèse que si Victor Hugo a écrit cette scène, c'est qu'elle lui paraissait absolument indispensable, malgré son insignifiance apparente. Elle donne un renseignement. Je crois que si l'homme n'avait pas rencontré cette vieille femme, eh bien il ne serait peut-être plus sorti de la rage et du ressentiment et de la haine dont va parler Victor Hugo un peu plus loin, que ressent ce personnage à la sortie du bagne et qui sera confirmé par les premières fréquentations et les premières rencontres avec d'autres hommes qu'il va avoir dans cette petite ville de Digne. Voilà, je ne vais pas plus loin. J'espère que vous avez suivi ce chapitre facilement. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Elle arrive dès que je peux. Merci encore.